Je m'appelle Hugo Guillou, je suis le cofondateur de Pratico Santé, également infirmier de réanimation et formateur pour Pratico Santé. Alors ce deuxième webinaire qui va traiter de la dialyse fait suite à un premier sur la surveillance infirmière du patient sous ECMO véno-veineuse ainsi que le transport de l'ECMO véno-veineuse. Alors pourquoi sur la dialyse? Eh bien parce que certains nous ont demandé d'en faire sur la dialyse, car comme vous le savez, certains patients atteints du Covid-19 développent des insuffisances rénales aiguës et pour lesquelles qui nécessitent une épuration extra-rénale. Donc pour toutes celles et tous ceux qui vont se retrouver dans des services de soins intensifs de réanimation alors qu'ils n'en ont pas trop l'habitude, voici des petits rappels sur la dialyse et quelques tips pour vous montrer comment s'en sortir. Alors ce topo va se dérouler en deux parties. Je vais reprendre très rapidement quelques bases sur la dialyse et ensuite on va faire quelques vidéos pour vraiment parler un petit peu plus en détail de tout ce qui est soins infirmiers. Allez, c'est parti. Alors bon, pour la dialyse, deux techniques. On va pas parler ici de la dialyse péritonéale, hein. Donc deux techniques, ce qu'on va appeler la dialyse intermittente, donc hémodialyse intermittente, et épuration extra-rénale continue, ce qu'on dit la dialyse continue. Alors l'intermittente, on la retrouve plus chez les malades dialysés chroniques, mais certains services de réanimation en font beaucoup également. Il faut pour cela quand même avoir soit un osmoseur ou soit un circuit d'eau osmosée prévu à la base dans votre réanimation. C'est pour ça que la plupart quand même des réanimations utilisent l'épuration extra-rénale continue, que vous voyez à droite. Alors, aujourd'hui, on va traiter essentiellement de l'épuration extra-rénale continue parce que c'est ce type de machine que vous risquez de rencontrer le plus souvent. Alors, avant de parler de notre dialyse, il nous faut un abord veineux central. Cet abord veineux se fera dans une grosse veine qui va être donc soit la veine jugulaire interne, les veines fémorales ou la veine sous-clavière. Et donc dans l'ordre de choix, on va privilégier la veine jugulaire interne droite, les veines fémorales, les veines jugulaires interne gauche, et à la fin, si vraiment on se retrouve dans une mauvaise situation, on essaiera de piquer la veine sous-clavière. Alors sachez qu'il n'y a pas de différence d'infection entre le cathé qui sera en jugue et les cathéters qui seront au niveau fémoral, à part pour les patients qui auraient un BMI élevé. Là, très rapidement, je vais revenir sur quelques notions de base sur la dialyse, parce que ça permettra de comprendre les surveillances infirmières après, au moins de comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc, rappelez-vous, pour l'hémodialyse intermittente, c'était surtout un principe de diffusion et d'ultrafiltration, tandis que pour la dialyse continue, on va avoir de la convection et ou la diffusion, d'ultrafiltration et de l'absorption. Alors, la diffusion, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est le plus simple à comprendre. On va prendre l'exemple d'un patient qui arrive en réanimation parce qu'il est insuffisant rénal chronique, il est en OAP et en hypercalémie. Donc, dans le sang de votre patient, qui est aspiré là-haut par un petit rotor, aspiré via votre cathéter, et vous allez avoir beaucoup de potassium. Nous, donc, on veut retirer ce potassium, et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer de l'autre côté de la membrane un dialysat, donc un liquide, donc c'est de l'eau avec plusieurs mélanges, plusieurs solutés qu'on rajoute dedans, donc bien sûr avec très peu de potassium. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La nature ayant vraiment horreur un petit peu de l'inégalité, elle va essayer de corriger tout ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout le potassium du sang de notre patient va passer à travers la membrane et se retrouver dans le liquide dialysat qui, vous voyez, est dirigé vers l'effluent, qui est un petit peu soit le tout à l'égout ou la poche de recueil des solutés qui vont être jetés. Et donc, au bout d'un moment, à force comme ça de diffuser, le potassium va être tranquillement éliminé du sang du patient et éliminé. Voilà pour la diffusion. Alors pour la convection, qui relève de l'épuration extra-rénale continue, c'est un petit peu différent. Alors là, comment ça se passe? On a toujours notre membrane semi-perméable au milieu, et donc là, vous avez une pression qui est représentée par ces flèches grises, une pression qui est exercée sur cette membrane. Alors, un petit peu le même principe qu'une passoire. Donc je vous rappelle, le sang est constitué de plasma et des éléments figurés. Et donc, dans le plasma, vous avez pas mal d'eau plasmatique, je ne sais plus combien de pourcents, mais 90 et quelques. Et donc, cette eau plasmatique, elle est pressée contre la paroi de la membrane, et elle va venir sortir de l'autre côté et être éliminée. Et là, il faut essayer d'imaginer ça comme un tsunami. C'est-à-dire, quand il y a un tsunami, il y a de l'eau qui passe, et elle entraîne tout sur son passage. Et là, c'est pareil. Vous avez un mouvement d'eau qui vient du sang de votre patient, donc dans lesquels vous avez les éléments figurés, mais qui ne peuvent pas passer la barrière, bien sûr, et tous les solutés qu'on veut éliminer. Et l'eau sortant, elle va entraîner tout ce qu'on veut éliminer. Donc cette eau sort, passe la membrane et est éliminée dans l'effluent.
Et donc avec elle, elle entraîne tous les solutés qu'on veut éliminer, c'est la convection. Et donc cette force, cette pression qui s'exerce sur la membrane, c'est appelé la pression transmembranaire. Donc si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a quand même quelques surveillances à faire quand on est en cours de dialyse. Donc ça, c'est pour la convection. L'ultrafiltration, c'est un petit peu la même chose, c'est toujours pareil, c'est une pression qui est exercée sur cette membrane, sauf que là, c'est vous qui choisissez de retirer un certain volume d'eau. Si par exemple, je dis que j'aimerais retirer 200 ml d'eau plasmatique par heure, la machine va calculer une certaine pression pour que 200 ml d'eau soit retirée de la machine. Soit retirée du sang du patient et éliminée ensuite. Là, on cherche à faire perdre du poids, perdre du volume à notre patient. Je vous rappelle, les reins ne fonctionnent plus, donc il accumule les liquides. Il faut retirer tout ça. Et enfin, l'absorption, je n'ai pas fait la diapositive. L'absorption, c'est une propriété de certaines membranes qu'elles ont d'emmagasiner des molécules de l'inflammation, etc. Voyons un petit peu comment ça fonctionne. Alors, vous avez votre cathéter, votre patient, et vous avez le sang qui arrive comme ça. Excusez-moi, je mets juste sur pause pour avoir le temps. Voilà, donc vous avez le sang de votre patient, qui est aspiré via la voie rouge de votre cathéter, qui va arriver au filtre. Avant d'arriver au filtre, vous avez généralement de l'héparine. Cette héparine est c'est la même prescription qu'il y a quand il n'y a pas de dialyse à votre patient. C'est une prescription médicale. Et donc, et donc cette héparine va servir à fluidifier votre sang, c'est la même chose. Pensez à vous en servir de ça, parce qu'on est un petit peu en pénurie de pousse-seringue, donc c'est très utile. Ensuite, votre sang passe à travers votre filtre. Et c'est là où, si on utilise du dialysa, ce dialysa passera de l'autre côté. Et également les solutés de réinjection. Donc je n'ai pas parlé, mais qu'on a vu tout à l'heure, la convection, on retire de l'eau. Excusez-moi, je vais faire une petite pause. Voilà, donc on retire de l'eau au patient. Et avec cette eau, on avait dit que venaient tous les solutés qu'on voulait retirer. On est d'accord que si on se met à retirer beaucoup d'eau de notre patient, au bout d'un moment, il va y avoir comme un souci, il va être complètement lyophilisé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on réinjecte de l'eau avec des solutés qui sont des solutés commerciaux qu'on appelle les poches de réinjection. Ces solutés vont être injectés soit avant le filtre, soit après le filtre. Et donc, généralement, ce sera plutôt du 1/3, 2/3. Donc, 1/3 injecté en pré-filtre et 2/3 en post-filtre. Et ensuite, notre sang est tranquillement réinjecté au patient. Il a été épuré. Alors, comment ça se passe un petit peu à l'intérieur du filtre? Ça, c'est juste pour vous montrer. Donc, vous avez des fibres creuses. C'est vraiment ça où le sang passe à l'intérieur. Et de l'autre côté, tout ce qui est effluent et dialysa, là où le liquide est épuré. Alors, exemple de prise en charge très rapide. Tout ce qui est surveillance du patient. Bien sûr, on est dans un contexte de soins intensifs, réanimation. Donc, votre patient va être scopé, bien sûr, SAT, KTA, etc. Et également, essayer de disposer de plusieurs voies d'abord, mais vu le contexte, ça va de soi. Le début de la séance, je dirais que la première chose quand même, c'est s'assurer que son cathéter est fonctionnel. Vous allez toujours avoir un médecin qui va vous dire « mais t'es sûr, je l'ai posé hier, il marchait très bien ». Si le cathéter, quand vous le testez à la base, il ne marche pas, ça sert à rien de vous lancer dans une séance de dialyse. Vous allez galérer, ça ne va pas marcher. Ce sera pour vous, vous allez perdre énormément de temps. Pour le malade, ce sera pas du tout efficace parce que votre dialyse ne va jamais bien tourner. Donc vraiment, il faut un cathéter fonctionnel. Pareil, n'essayez pas d'inverser les voies. Enfin, n'inversez pas les voies d'ailleurs. Vous perdez beaucoup d'efficacité, entre 25 et 30% à cause de la recirculation. Une fois que votre cathéter est vérifié, qu'il est plutôt de bonne qualité, on branche nos voies et on démarre. Et donc là, on augmente progressivement le débit sang qui est un réglage médical, mais que vous pouvez un petit peu gérer. Donc, c'est-à-dire que votre débit sang, on va essayer de viser 250 ml/minute à peu près. Et vous le montez progressivement en fonction de la tolérance du patient. C'est là que peut survenir au branchement des hypotensions et plus ou moins une bonne tolérance de la part du patient. Donc attention à ça, montez tranquillement votre débit sang à votre vitesse de croisière. Donc lors du branchement, il est recommandé d'être à 2 soignants, bien sûr, pour éviter les fautes d'asepsie. Et les manipulations des voies doivent être réalisées avec des compresses stériles imbibées d'antiseptiques. Je réinsiste là-dessus, le débit sang, c'est le facteur déterminant d'une séance d'hémodialyse réussie. Prenez soin de vos abords veineux, ne passez pas des choses, essayez de ne pas passer du sang dessus, ne passez pas de plasma dessus, vraiment gardez ce cathéter de dialyse pour la dialyse. Il ne sert normalement qu'à ça. Je sais bien que des fois, on a tendance à vouloir l'utiliser parce qu'on a des soucis à côté.
Voilà, en dehors des vraiment d'urgence vitale ou de remplissage massif, gardez vraiment ces cathéters pour une utilisation de dialyse. Parce que sans un bon cathéter, vous n'allez pas aller loin et vous allez vite tourner en rond avec cette dialyse. Alors, quelques surveillances à faire au cours de la séance, eh ben, ça va être vos pressions d'entrée et de retour, de débit sang, votre débit d'ultrafiltration, donc c'est combien de volume vous faites perdre à votre patient. Donc là, c'est vraiment une perte de poids, une perte d'eau, une perte de poids. Donc bien sûr, si votre patient commence à être hypotendu, vous devez majorer la noradrénaline, pensez à couper ce débit d'ultrafiltration, à le mettre à 0. Il faudra également surveiller notre PTM, donc c'est notre pression transmembranaire qu'on a vu et qu'on détaillera un petit peu plus tard dans les vidéos, et notre delta P qui est présent sur plusieurs moniteurs. Le delta P, c'est vraiment le reflet de la coagulation de la membrane. C'est tous ces petits filtres que vous avez vus dans le schéma du filtre qui était coupé. Tous ces petits filtres, au bout d'un moment, votre sang ici coagule, tous ces petits fils vont se coaguler, vont se boucher, et donc votre delta P va augmenter. Et s'il augmente trop, c'est que votre filtre commence à être complètement thrombosé et ça ne va plus fonctionner. Et également, vérifier si vous êtes en pré ou en post-dilution. Alors là, je vous ai mis un petit schéma très rapidement des régimes de pression à l'intérieur des circuits. Donc vous avez vu qu'on aspire sur la voie rouge, forcément c'est une pression négative, on vient aspirer, pression d'entrée, donc moins 10 à moins 250. Ensuite, vous avez la pression du filtre, qui est positive, le calcul de la PTM et la delta P, votre effluent qui vient récupérer tout ce que vous avez éliminé, et enfin le retour, donc la voie de retour qui elle est positive, avec une pression de plus 15 à plus 350 mm de mercure. Donc c'est à peu près les pressions, là c'est les ranges, mais on va dire qu'un bon cathéter, vous le lancez à 250 ml minute, c'est à peu près du moins 60, plus 60, voilà, ça c'est vraiment un cathéter idéal. Si vous commencez à être à des valeurs de, je sais pas moi, moins 200 et plus 190, donc là, sans doute que la séance va peut-être pas très bien se passer. L'abord vasculaire, donc très important, c'est la clé, je l'ai dit, une dialyse, dès qu'on a un bon abord vasculaire, généralement la dialyse quand même ça tourne sans aucun souci, donc c'est vraiment la clé. Donc il faut sécuriser votre circuit, éviter toute déconnexion, attention à vos lignes, et ce d'autant plus qu'en ce moment, donc les patients vous n'aurez pas à gérer de l'agitation, mais sans doute des mises en DV, et donc ça, il faut faire très attention aux lignes, qu'il n'y ait pas de déconnexion. Et généralement, la plupart maintenant des machines de dialyse proposent une touche où vous pouvez stopper un petit peu tout ce qui est débit convectif, diffusion, garder que le débit sang pour éviter des alarmes intempestives quand vous faites comme ça des mises en DV ou des toilettes par exemple. Alors quelque chose qui fait un petit peu stresser quand on débute en réanimation, c'est les alarmes de dialyse qui sonnent très fort, où tout s'allume et on ne comprend pas. On va le voir un petit peu là dans les vidéos, mais sachez que sur tous les moniteurs récents, ils ont quand même beaucoup travaillé la chose, où vous avez toutes les réponses à vos questions, toutes les réponses de l'alarme, toutes les choses à faire, tous les correctifs à réaliser, et d'expérience, personne ne lit ces informations. Alors, est-ce que c'est le stress, la flemme? Tout le monde appuie sur tous les boutons. Il faut rapidement, mais quand même prendre le temps de lire ce qu'ils ont marqué. Vous avez la plupart des actions à faire pour corriger votre alarme. Donc vraiment, prenez le temps de lire ces informations. Vous avez la solution à votre alarme. Et enfin, lors du débranchement, effectuez un rinçage pulsé avec 20 cc de NaCl dans chacune des voies pour éviter justement qu'il y ait une thrombose, des caillots qui viennent se former à l'intérieur de votre cathéter. On peut utiliser un verrou que ce soit l'héparine, antibiotiques, voilà, ça c'est pas encore bien clair. La norme en ce moment, c'est plutôt le citrate à 4%. Qui est plutôt la norme. Si vous n'avez pas de citrate, c'est pas grave, vous faites juste un rinçage pulsé, ça c'est vraiment très important avec 20 cc d'NaCl. Si vous avez un verrou, celle-ci, l'injection doit être assez lente, au moins 8 secondes pour prévenir le reflux de sang dans le cathéter. Donc voilà, c'était vraiment des tout petits rappels. Maintenant, on va passer à une partie vidéo pour vous montrer les soins de base, les soins de branchement, de débranchement, d'alarme, les alarmes et les correctifs à réaliser. En espérant que cela puisse vous aider. Merci beaucoup à vous. Bonjour, c'est Aymeric Bénard de Pratico Santé. Suite au webinaire que vous venez de voir à l'instant, on va vous présenter notre patient ici présent, qui est Monsieur Freddy Kruger, et on va brancher aujourd'hui une dialyse continue avec notre formateur et associé Hugo Guillou. Alors Hugo, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse durant
simulation d'un branchement sur un patient de réanimation. Tout d'abord, notre machine est prête à être branchée. Tu vas ensuite me passer tout le matériel nécessaire au branchement. Donc un paquet de compresses, un duvet de biceptine, Donc on va prendre d'antiseptique. Voilà, donc je vais servir Hugo un paquet de compresses. Hop, Merci. ensuite Prendre 2 seringues de vin, s'il te plaît. 2 seringues de vin. Tu vas nous expliquer après pourquoi 2 seringues de vin? Ouais, on va faire après en détail. Ah. Donc là, vous avez vu, pour mettre du sérum physiologique, Hugo a tout simplement débouchonné et champagne. C'est toujours plus pratique d'être à deux, hein, ça évite les fautes d'asepsie, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre cathéter. Comme on l'a vu dans le topo juste avant, c'est vraiment la clé du succès de la dialyse. Donc pour ce faire, je vais commencer par enlever les bouchons et aspirer 10 cc de sang dans chaque voie afin de m'assurer de la bonne perméabilité du cathéter. Donc là, vous voyez, aucune résistance, pas de souci. En faisant comme ça, on retire tranquillement s'il y a des caillots qui se sont formés à l'intérieur du cathéter. Donc là, on a de la chance, le cathéter vient d'être posé, il a l'air fonctionnel. Donc la voie bleue de retour, nickel aussi. Et donc maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rincer les voies du cathéter avant de brancher. Donc on rince en pression pulsée, aucune résistance à l'injection. Hop, voilà, donc mes deux voies sont totalement fonctionnelles. On va pouvoir maintenant brancher la dialyse. Rappelez-vous, si jamais votre cathéter ne fonctionne pas, vous avez une grosse résistance, il y a des voies qui ne marchent pas. Inverser les voies, c'est faire de la recirculation de l'ordre de 25 à 30%. Et un cathéter qui ne fonctionne pas du tout, ne vous lancez pas dans la dialyse, elle ne tournera jamais et vous ne vous en sortirez pas. Donc là, notre machine est prête à être branchée, notre cathéter est vérifié, il est fonctionnel. Emric va m'assister, il va me passer les lignes. Donc voilà. Alors Emric, est-ce que tu as vérifié que tout était bien clampé? Oh, bah oui, écoute, ah non, pas la rouge, t'as raison. Voilà, faites toujours attention à ça, vous venez de monter votre set, si vous avez oublié de clamper, vous allez avoir une entrée d'air, il faudra tout recommencer, c'est une perte de temps inutile. Tu préfères la rouge ou la bleue en premier? Sur cette machine, je prendrai la bleue d'abord, comme ça après tu branches les fluides. Voilà, on essaye d'éviter les tortillons, on essaye d'avoir des lignes bien. Merci. Voilà, donc là je branche ma voie bleue à ma voie du cathéter. Moi je déclampe juste ici, parfait. Est-ce que tu peux me passer la voie rouge après s'il te plaît? Oui. Hop là, voilà, la voie rouge est branchée. Les fluents, la ligne effluent est connectée à la poche de recueil effluent. On vérifie que tout est bien déclampé. Moi je me tiens prêt à déclamper les lignes de mon cathéter. Amérique, c'est bon pour toi? C'est bon? C'est bon. Allez, on appuie sur début. Et c'est parti. Moi je déclampe. On est parti. Donc là normalement, la voie rouge aspire mon sang. Donc c'est pas très coloré, mais on voit que hop, c'est parti. Donc on aspire le sang de la voie rouge. Et ensuite ça passe tranquillement dans la dialyse avant de retourner par la voie bleue. Alors là, ça y est, la machine est lancée. Moi, j'ai gardé mes gants stériles, je suis au niveau du cathéter pour m'assurer que tout se passe bien dans les premières minutes, que je n'ai pas à revenir au niveau du cathéter avant de tout enlever. On a mis une petite protection au niveau des voies. Vous pouvez aussi également recouvrir avec votre champ stérile. Chaque service a ses propres habitudes. Donc là, c'est bien de commencer avec un débissant de 150 par minute. Vous voyez, le débissant est ici. On a des très bonnes pressions. Donc moins 30 en entrée, plus 75 sur le retour. Aucun débit convectif ni dialysable pour le moment. Ça c'est normal, on va y venir tout de suite après. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 150 ml de débissant. Le branchement s'est bien passé, le cathéter fonctionne parfaitement. J'ai plutôt des bonnes pressions. Au niveau hémodynamique, mon patient a très bien supporté, il n'y a pas eu de souci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon débissant à 250 minutes, voir un petit peu comment c'est toléré, comment se comportent mes pressions.
Donc là, forcément, la pression de retour augmente un petit peu. J'ai un petit peu de difficulté sur la pression de retour. On va aller voir après s'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié de déclamper. Et ensuite, 250 ml d'eau dévissant. On est à peu près en vitesse de croisière. Notre malade supporte toujours bien cette augmentation de débit. On va pouvoir passer à la prescription médicale des débits convectifs et ou diffusifs. Donc là, on est en CVV HDF. Ça veut dire qu'on va faire de la diffusion et de la convection. Donc là, la prescription médicale, qu'est-ce que c'est? C'est du 2 tiers, 1 tiers. Donc ça va être 500 en PPS, donc ça c'est en pré-pompe sang. Donc c'est en pré-filtre. On va expliquer tout ça après. On va mettre 800 de dialysa et la injection 1000. Vous voyez que mon prélèvement liquide patient, donc mon UF, pour lui faire perdre du poids, est pour le moment à 0. Je confirme et c'est parti. Donc là, vraiment la thérapie se lance, la dialyse est vraiment en cours. Donc là, la thérapie est partie, la dialyse est en cours. Alors là, on a un souci, donc entrée extrêmement négative. Je vais commencer par faire silence parce que j'aime pas quand ça sonne. Et donc rappelez-vous ce que je disais dans le webinaire, vous avez ici toutes les actions à faire sur les machines de dernière génération. Il vous marque tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut vérifier afin de corriger ce problème. Donc là, j'ai un problème sur l'entrée, c'est-à-dire sur ma voie de drainage, sur ma ligne rouge. Donc je vérifie donc que rien n'est clampé, rien n'est vrillé. Mon malade ne tousse pas, ça peut être ça aussi. Mon malade n'a pas l'air vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'air d'avoir une hypovolémie, quelque chose comme ça. Ça peut être un spasme veineux, on aspire trop fort. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je vais essayer de repositionner le cathéter peut-être, de l'enfoncer un petit peu, essayer de le bouger un petit peu, tirer, enfoncer. Ah, quand j'enfonce, ça a l'air d'améliorer les choses. Vous voyez, ma pression a diminué. Je vais pouvoir essayer de relancer. Et voilà, donc là c'est reparti. C'était une histoire de positionnement du cathéter. Ça peut être aussi la position du patient. Vous pouvez essayer de le descendre, de tourner peut-être un petit peu sa tête, essayer de trouver la meilleure position possible pour que votre dialyse tourne. Là on est revenu à des valeurs tout à fait normales. On a résolu notre problème. Donc là maintenant on va avoir une deuxième alarme qu'on voit régulièrement, qui ressemble beaucoup à la première. C'est l'alarme de pression de retour, voilà, extrêmement positive. Donc silence, parce que toujours pareil, je n'aime pas le bruit. Donc là, un retour extrêmement positif. Vous voyez, la pression de retour ici est très élevée, donc j'ai un souci sur ma voie bleue. Même démarche, je vérifie toutes mes lignes, que rien n'est clampé, que rien n'est coudé. Mon malade ne tousse pas, il n'est pas agité dans son lit. J'essaye peut-être de jouer un peu avec le cathéter, comme tout à l'heure, l'enfoncer, tirer un peu dessus, changer un petit peu la position du patient. Là, ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Est-ce que j'avais un débit trop élevé avant qui pourrait expliquer ça? Non. Qu'est-ce que ça peut être? Je peux avoir des caillots qui sont formés dans mon cathéter. Là, c'est vraiment le dernier recours, c'est-à-dire que je vais devoir retourner au cathéter, aspirer, voir si j'ai des résistances. Donc pareil, aspirer le sang, pousser du sérum film, voir ce qui se passe. Là, ce qu'on va essayer de faire plutôt, c'est essayer de tourner le cathéter. Donc je n'ai pas dit inverser les voies, j'ai dit tourner le cathéter tourne. Ce qui fait que dans le vaisseau, peut-être qu'il est collé à une paroi, peut-être qu'il y a un souci. Donc là, je tourne le cathéter. Je fais relâche clamp, on va voir si ça change quelque chose. Ah oui, et là on voit mes pressions de retour qui diminuent tranquillement. Je vais un petit peu tourner le cathéter, voilà, il est dans une nouvelle position. Et on dirait que ça y est, mes pressions sont redevenues normales. Voilà, la thérapie continue. C'est très important, une alarme comme ça, vous ne pouvez pas laisser... Ah, alors un autre souci, hop. Voilà, je rejoue avec mon cathéter. Vous voyez, une alarme qui n'était pas prévue. Et là, on est bon. Alors, quelque chose de très important, comme on l'a vu, dès qu'il y a une alarme rouge critique, eh ben, on y va tout de suite. On ne laisse pas sonner. Pourquoi? Parce que la pompe à sang ne tourne plus. Donc, tout le sang qui est à l'intérieur du filtre stagne. Et là, vous allez vraiment cailloter votre machine. Elle va cesser de fonctionner. Donc, une des clés aussi d'une dialyse qui dure longtemps, un set qui dure longtemps, c'est de tout de suite venir corriger les soucis. Alors, il y en a certains qui vont aussi me parler des fois, en cas de problème de dialyse, de faire des rinçages itératifs. C'est-à-dire qu'on va venir injecter du sérum phi sur la voie rouge pour venir rincer ici le filtre. Sachez que ça n'a jamais été prouvé que ça marchait, c'est un petit peu entre guillemets un peu du folklore, on fait ça quand vraiment on ne sait plus quoi faire. Et en plus vous remplissez de fait votre malade. Parce que des fois des gens, quand ça ne marche vraiment pas, ils balancent sans cesser, sans cesser, sans cesser. Et finalement au bout de 24 heures, ça fait quand même un volume assez conséquent. Alors mes surveillances au cours de la dialyse, eh ben, on va surveiller et relever notre entrée sang, donc pression négative, la moins 65, la pression de retour qui est parfaite, notre filtre qui a une pression vraiment très faible, mais c'est parce qu'on est dans des conditions de simulation.
On a toute notre prescription ici côté gauche, donc notre délisson à 250, PPS et réinjection à respectivement 500 et 1000 ml/h et notre dialysa à 800 ml/h. Alors il y a d'autres choses à surveiller. Hop, si je clique ici, on a la perte de charge et ici la PTM. Donc la perte de charge, qu'est-ce que c'est? Ce que je vous expliquais, c'est la résistance à l'écoulement du sang dans les fibres du filtre. Donc ça, si cette perte de charge se met à monter, vous voyez ici la courbe blanche, là elle est plutôt plate. C'est normal qu'au cours du temps, elle augmente petit à petit, mais si tout d'un coup, hop, elle part comme ça très fort vers le haut, c'est que le fil commence à coaguler. Ça peut être parce que votre héparine n'est pas assez élevée, parce que le sang du patient a une pathologie qui fait que ça coagule énormément. En tout cas, si vous commencez à observer ça, ne baissez surtout pas le débit sang, parce que ça veut dire que le sang va rester plus longtemps dans le filtre. Il faut au contraire qu'il passe vite pour éviter la coagulation. Et il faut sans doute rajouter de l'héparine, en parler au médecin pour qu'il augmente les doses d'héparine. Alors la PTM, qu'est-ce que c'est? Ce que j'expliquais, la PTM, c'est la pression transmembranaire, c'est la pression qui s'exerce à l'intérieur du filtre. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui ont du mal à comprendre la convection. Je vais essayer de réexpliquer face à la machine. Donc la convection, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, j'ai PPS, 500 ml/h, et ici injection 1000 ml/h. Ça, ce sont mes débits convectifs, c'est-à-dire que par heure, je vais retirer 1500 1,5 litre de volume d'eau plasmatique. Avec cette eau qui est évacuée ici dans le liquide effluent, et ben vous allez avoir tous les solutés, tout ce qu'on veut retirer du patient. Donc j'ai 1500 ml d'eau qui partent chaque heure, et avec cette eau est drainé tout ce qu'on veut éliminer. Vous êtes d'accord que si je retire 1500 ml d'eau à ce patient, de volume, au bout d'un moment, il va être en hypovolémie, il va être complètement lyophilisé, nous allons avoir des soucis. Donc c'est pour ça que je dois réinjecter cette eau au patient. Cette eau, c'est quoi? Ça prend la forme de poche commerciale, où dedans vous avez, les industriels essayent de faire quelque chose qui se rapproche le plus possible du plasma humain. Là, en l'occurrence, c'est des poches dépourvues de potassium, parce que notre patient est en hyperkélémie. Donc, comment ces poches fonctionnent? Vous avez une poche qui réinjecte en PPS, c'est-à-dire avant la pompe sang. Rappelez-vous, 2 tiers, 1 tiers. Donc, 1 tiers avant le filtre et 2 tiers après le filtre, à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que le volume est compensé volume à volume. Vous retirez 1500, vous rajoutez 1500. Sauf que ce que vous rajoutez, eh ben, c'est dépourvu d'impuretés que vous avez éliminées. Ce qui est différent de l'ultrafiltration, vous voyez ici, prélèvement liquide patient. Si mon patient est complètement rempli d'œdème, qu'il est stable au niveau hémodynamique, eh ben, avec les médecins, ils vont peut-être se dire, je veux que ce malade perde un petit peu de poids, donc je vais mettre, on va commencer par 50 ml/h. Ça veut dire que là, il n'y aura pas de compensation. Le patient va perdre 50 ml/h de volume d'eau plasmatique. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est convectif et PTM, on revient un peu sur notre réinjection de liquide. Donc, soit avant le filtre, soit après le filtre. Pourquoi on fait comme ça? Si vous faites avant le filtre, vous êtes d'accord que le sang qui arrive ici de votre patient, il se retrouve dilué avec le produit de la poche. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'éviter un peu la coagulation. Ça permet d'éviter que le filtre ne coagule. Mais par contre, on perd en efficacité car vous épurez quelque chose qui est déjà dilué. Donc on est quand même beaucoup moins efficace. C'est la raison pour laquelle une réinjection en poste, c'est plus dangereux entre guillemets parce que vous augmentez le risque de coagulation, mais on est beaucoup plus efficace car on épure vraiment directement le sang du patient. Donc le but du jeu, c'est de trouver un équilibre pré et post. Je disais 1 tiers, 2 tiers. Pourquoi? Parce que si vous réinjectez tout en poste, mais que votre set coagule toutes les 2 heures et qu'il faut l'arrêter, restituer, remonter, etc., que vous êtes occupé avec d'autres malades, finalement, sur 24, 48 heures, vous allez perdre du temps de dialyse. Donc l'équilibre qui est à peu près établi, c'est 1 tiers, 2 tiers. Alors, également, cette courbe de PTM, elle peut augmenter. Elle augmente comme le delta P au cours du temps, c'est-à-dire que sur votre membrane, il y a le sang qui est en contact et va venir déposer ce qu'on appelle un gâteau protéique, c'est-à-dire que tous les pores vont un petit peu se boucher, il y a un film qui va venir dessus, c'est normal au cours du temps, donc cette courbe va augmenter progressivement au cours du temps. De la même façon, si elle augmente brutalement, c'est peut-être par exemple que j'ai voulu augmenter de façon drastique mes débits convectifs. Vous voyez là, je vais passer à 2000 et 1000 en PPS. Hop, et qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va voir que tout d'un coup, notre PTM, vous voyez, elle augmente, c'est normal parce que je décide de prendre plus d'eau du patient pour l'épurer. Donc forcément, la pression qui va s'exercer sur ma membrane est plus forte.
c'est pour ça que ma PTM augmente. Donc si jamais elle augmente, ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'UF, diminuer les débits convectifs si le médecin est d'accord, et ou augmenter le débit sang en même temps. Partons maintenant du principe que ça fait 24 heures que votre hémodiafiltration ici en l'occurrence tourne. Et ben, on commence à avoir une PTM vraiment qui augmente vers 200, un delta P aussi qui augmente. Je sais que des fois on est fatigué, on se dit bon ça va peut-être tenir encore un peu, mais à des niveaux de pression comme ça élevés, finalement tout votre membrane est quasiment saturé, vous n'épurez plus et le risque que vous prenez c'est que le set coagule complètement et vous ne pourrez même plus restituer le sang au patient. Donc ça veut dire perte un petit peu de volume sanguin, c'est à peu près 180 ml. Donc ça veut dire peut-être plus de transfusion, des choses comme ça. Donc vraiment restituer tant qu'il est temps et tant pis on remonte une machine. Une autre chose que je voulais vous dire, vous voyez ici du sang, du rouge au niveau de la poche effluente. On est tout à fait d'accord que ça, ce n'est absolument pas normal. Là ça vient de notre produit de simulation pour faire du sang. En temps normal, vous avez un liquide soit clair, soit un petit peu couleur urine. Si vous vous mettez à voir du sang ou une couleur porto, c'est qu'il y a une hémolyse et qu'il faut absolument le signaler au médecin ou qu'il y a un problème au niveau des filtres de votre dialyse. Alors de temps en temps, dans des chambres petites, vous passez proche du malade, vous touchez les poches, il peut y avoir un déclenchement d'alarme, de problème de peson. Donc pour éviter ça, quand vous faites des DV ou des manipulations des toilettes aux patients, vous avez, alors ça dépend des machines, mais ici on a une touche, vous pouvez changer de poche. Là vous avez que la pompe à sang qui tourne. Donc je vous encourage à faire, quand vous avez fait des mises en DV, des toilettes à faire ça. Comme ça, vous avez juste la pompe à sang qui tourne, pas de débit convectif et votre dialyse est un petit peu protégée entre guillemets. Et on reprend notre traitement. Donc là, ça y est, notre séance est terminée, soit parce que le patient n'en a plus besoin ou peut-être que maintenant il va passer en dialyse conventionnelle. Donc là, nous allons restituer le sang du circuit au patient. Donc Mike, tu peux faire arrêt thérapie s'il te plaît. Donc là, je viens clamper mes lignes. Hop, clamper la voie rouge. Et donc je lui donne, hop, ne serrez pas trop fort, je lui donne la voie rouge et il va venir la connecter à notre poche de restitution, qui est une nouvelle poche. Je déclenche, je fais fin de traitement et restitution du sang. Restitution du sang. Continuer, correct. Hop, restitution auto. Restitution auto. Voilà, donc la plupart des nouvelles machines maintenant proposent une restitution automatique. Donc c'est-à-dire que vous allez connecter votre voie d'entrée à votre poche de sérum FI pour la restitution. Le sérum FI va passer ici. Hop, hop, hop. Et bien là, c'est ma faute car vous voyez, j'avais oublié de déclamper la voie de retour. Bon, là je clampe. Et votre retour. Voilà. Et donc, quand vous commencez à avoir du sang un petit peu rosé dans la voie de retour bleue, vous pouvez décider d'arrêter. Donc, arrêt de restitution. Et je retire maintenant mes 2 lignes et que je jette dans un fût d'Asri. Voilà. Donc là, maintenant, il faut rincer notre cathéter. C'est très important de prendre soin de son cathéter. Donc, on recommence. Cette fois-ci, on va rincer avec 20 cc de sérum FI dans chaque voie en pression pulsée. Très important. Donc là, je viens mettre 20 cc de sérum FI en pression pulsée. Voilà. Un petit bouchon qu'Emeric m'avait donné tout à l'heure. Et pareil pour l'autre voie. Pour des accidents du direct. Voilà. Donc ici, nous n'avons pas mis de verrou, soit l'héparine, soit citrate. On utilise plutôt le citrate en ce moment, mais voilà, chaque service a encore ses spécificités. Je n'ai pas de recommandation particulière à faire là-dessus, mais vous pouvez très bien faire au sérum FI. Ça marche aussi très bien. Vraiment, ce qui est important, c'est 20 cc dans chaque voie et en pression pulsée. Donc voilà, bah, écoutez, on espère que ces petites vidéos vous ont intéressé, ou au moins qu'elles ont pu vous aider dans vos pratiques quotidiennes, que ce soit pour les nouveaux infirmiers de réanimation, pour ceux qui sont actuellement en service de soins intensifs réanimation dans le cadre de la prise en charge des patients Covid, qui n'ont pas forcément l'habitude de ces services.
ou même pour les étudiants infirmiers. Donc j'espère que tout ça vous aura été utile et on va finir cette vidéo par une réponse à faire quelques questions-réponses sur des questions qui nous ont été demandées sur Internet. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Alors comme convenu, on va faire une vidéo sur les questions et réponses avec Hugo. Donc ça, c'est des questions qui nous ont été posées par Internet. Alors déjà, première question Hugo, je ne comprends pas le principe de la convection. C'est quoi la différence entre la convection et la diffusion? Alors comme on l'a vu, comme on l'a expliqué, donc la diffusion c'est vraiment une différence de concentration. Je reprends toujours cet exemple du potassium. Donc d'un côté du sang du patient, beaucoup de potassium, de l'autre côté de la membrane, un dialysat avec très peu de potassium. Et en fait la diffusion c'est juste que les solutés vont passer de l'état du sang au dialysat par diffusion, c'est-à-dire que la nature cherche à ce que les choses soient équilibrées. Un peu comme le sachet de thé? Ouais, c'est ça, un peu comme le sachet de thé. Il y en a qui prennent cet exemple. La convection, c'est vraiment une force qui est appliquée sur la membrane. Comme un tsunami, vous faites sortir l'eau plasmatique du patient et avec cette eau va venir tous les solutés qu'on veut éliminer. Alors pourquoi une technique plutôt que l'autre? C'est parce que la diffusion marche beaucoup mieux sur les molécules de petite taille. Urée, créate, potassium, et qui sont en nombre important, tandis que la convection va marcher sur ces molécules-là, mais également sur tout ce qui est molécules de l'inflammation, qui sont un peu plus grosses et présentes en nombre bien moins important. Donc c'est une chose que ne fera pas la diffusion. Voilà essentiellement un petit peu les différences. Alors du coup, pourquoi on ne ferait pas une dialyse, on va dire conventionnelle, plutôt que la dialyse continue? Alors pour les patients de réanimation évidemment. Alors on peut, comme je l'ai dit dans le webinaire, il n'y a pas de différence en tout cas de mortalité entre les deux techniques. Il y a des centres qui vont faire que de la hémodialyse conventionnelle, donc de la diffusion et de l'ultrafiltration. Et voilà, ils le font très très bien avec des réglages optimisés. D'autres qui vont faire que de la convection et d'autres qui vont faire un petit peu des deux. C'est vraiment propre à chaque équipe. Et on est bon dans ce qu'on fait tout le temps. Voilà. Vraiment, les seules recommandations, par contre, c'est l'hémofiltration continue, donc la dialyse continue. Chez tous les malades traumatisés crâniens avec de l'hypertension intracrânienne, c'est quand même plus simple, c'est plus stable pour ce genre de malade. Nous, actuellement, on préfère faire ça également pour les patients très instables au niveau hémodynamique. Voilà, mais encore une fois, il y a des centres qui, même chez des malades hémodynamiques, mettent de la dialyse conventionnelle. Et l'UF ou l'ultrafiltration, c'est quoi exactement? Alors l'UF, l'ultrafiltration, on peut dire que c'est de la convection, mais c'est juste que vous allez vraiment faire perdre de l'eau. Il y a une pression qui est exercée sur votre membrane, calculée par la machine, et vous allez lui faire perdre, si on parle d'ultrafiltration en continu, donc l'hémofiltration continue, vous allez faire perdre de 50 à 300 ml/h de liquide patient, de volume d'eau du patient. Donc c'est très petit, mais sur 24, 48, 72 heures, voilà, tranquillement vous épurez votre patient, mais c'est pas trop violent, c'est doux en continu. D'accord. Alors, autre question, donc là j'ai mon malade qui hémodynamiquement il chute sa tension. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois baisser mon débit sang, je sais pas quoi faire exactement. Voilà, une des autres questions. Alors est-ce que c'est au branchement? Donc est-ce que c'est un petit peu le coup du on a mis notre débit sang, est-ce qu'on l'a mis trop élevé? C'est pour ça que je recommande de commencer à 150 ml minute. Alors si c'est ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être juste de laisser un petit peu le corps de se remettre de ça. Vous pouvez faire du Trendelenburg, vous surélevez les jambes du patient, vous voyez si un peu les choses se tassent. Si vraiment ça ne marche pas, on peut mettre, c'est les patients qui sont vraiment limite, un fond de noradrénaline, en accord avec le médecin, vous lui en parlez, voir comment ça se passe. Et bien sûr, vous ne démarrez pas l'UF dans ce cas-là. Chez les malades très précaires, dès que vous allez lancer la dialyse, il peut y avoir une petite chute de PAM. Voilà, soit qui se corrige d'elle-même, soit il faut, comme je vous l'ai dit, faire un lever de jambe, alors remplir. On peut être amené à remplir, si vraiment le malade est vraiment limite, vous remplissez votre patient, mettre un petit fond de noradré, là ça va dépendre un petit peu de la chute de PAM et de médecin ce qui décidera. Alors si j'ai, je prends cet exemple-là, si j'ai mon patient qui est sous hémodialyse continue, j'ai de l'UF à 150 ml/h, j'ai des débits sang à 250, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord supprimer l'UF ou je baisse mes débits sang? Qu'est-ce qui est privilégié? Non, là la première chose à faire c'est de diminuer l'UF. Par exemple, ça fait 10 heures que la dialyse est en cours, votre malade tolérait plutôt bien et au bout d'un moment, voilà, la tension commence à chuter, le cathéter, les pressions peut-être d'entrée commencent un petit peu à augmenter. Vous dites là, peut-être que mon patient devient vide, peut-être qu'on a commencé à trop l'épurer et à trop lui retirer du volume. Et donc là, commencez par arrêter l'UF. Vous voyez ce qui se passe. Si vous baissez le débit sang, vous augmentez un peu le risque que ça coagule, à moins que vous soyez au citrate, mais c'est encore quelque chose de particulier. Voilà, donc d'abord arrêtez l'UF, voyez ce qui se passe.
Et dernière question, alors là c'est peut-être plus dans la dialyse conventionnelle, le KT sur V. Alors c'est quoi le KT sur V exactement? KT sur V, c'est un marqueur, c'est un calcul qui a été fait qui marche très très bien pour les malades dialysés chroniques, ceux qui sont en ville, ceux qui vont du centre de dialyse. On l'utilise en réanimation, c'est pas parfait parce que les paramètres sont pas vraiment les mêmes, mais ça nous donne quand même une indication de la qualité de la dialyse. Donc K, c'est la clairance de l'urée, c'est est-ce que j'ai bien épuré mon malade. T, c'est le temps de dialyse, divisé par V, V le volume de distribution, ça c'est un petit peu le volume de votre patient, le réservoir de votre patient. Donc V, vous ne pouvez pas l'augmenter. Donc ce que vous pouvez faire pour augmenter ce KT sur V, qui est je crois de mémoire une recommandation pour les malades dialysés chroniques de 3,6 ou 3,9 par semaine, c'est augmenter K, donc c'est-à-dire augmenter notre qualité de diffusion, d'épuration, donc augmenter le débit sang et ou augmenter le dialysa. Ou alors vous augmentez T, le temps de dialyse. Vous passez de 4 à 6 heures et là vous allez augmenter votre KT sur V. D'accord. Écoutez, là, je crois que Hugo, c'est clair. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur la surveillance d'un patient dialysé en réanimation. Merci Hugo, qui est un de nos formateurs, associés, cofondateurs. Voilà. Il a plein d'étiquettes. Voilà. Et donc, merci à toi. Merci à vous. Merci pour vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, des remarques, c'est toujours intéressant. Je tiens encore une fois à remercier le service de médecine intensive et réanimation du professeur Combe qui nous a permis de filmer afin d'essayer de diffuser un petit peu l'information et la connaissance au plus grand nombre d'entre vous dans cette situation où voilà, donc certains se retrouvent un petit peu dans des situations qu'ils n'avaient pas l'habitude. Donc j'espère en tout cas que cela vous aura été utile. Merci à vous. En tout cas, merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, gardez ça pour vous. Allez, à bientôt. Au revoir.